Bonjour, ici Stevie Ray. Bienvenue à une autre présentation de Bâton Rouge Live. Nous sommes en direct du fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves-Blais. Nous allons dans toutes les directions chaque semaine et nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kimarina Flashback. Aujourd'hui, notre deuxième invité, il est très reconnu dans son domaine. Il a baigné dans le sport, spécialement le conditionnement physique toute sa vie. Le culturisme, pour lui, ne présente aucun secret, ayant été lui-même athlète culturiste dans nombre de compétitions. Mais c'est avant tout un homme d'affaires, entre autres propriétaire du célèbre Pro Gym de Montréal, une véritable institution depuis très longtemps. Donc, pour parler d'entraînement, de culturisme, du monde des gyms d'hier et d'aujourd'hui et de sa carrière, nous recevrons un homme qui aura des choses très intéressantes à nous raconter, soit Serge Moreau. Mais tout d'abord, notre première invitée cette semaine, j'avais bien hâte de la rencontrer parce que nous aurons de belles questions pour elle et sûrement de belles réponses. Elle est enseignante de chant depuis plus de 2 décennies et elle-même chanteuse professionnelle à 16 heures. Et vous aurez compris que l'enseignement, la chanson et la musique représentent une grande partie de sa vie au quotidien. Dire de cette femme qu'elle est passionnée de son métier n'est pas assez. Donc, pour parler des dessous de sa profession, de ses vues sur ce type d'enseignement et bien plus, avec nous, une professeure de chant très expérimentée, Mélissa Demers. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tanné l'hiver? Oui, ça commence. Oui. L'hiver combiné au confinement, ça commence à faire lourd, hein? Oui. On va parler de ton métier, évidemment, de ta longue carrière d'enseignante. Après autant d'années, parce que je veux dire, ça en fait des sessions, ça fait des élèves là, qui passent par ton école, des gens que tu as connus de par l'enseignement du chant. Toi, tu reconnais le potentiel assez rapidement de quelqu'un. Oui, j'ai développé avec les années. On devient de plus en plus efficace, ça c'est normal. Et aussi, j'ai toutes sortes d'âges. J'ai autant des enfants de 7 ans. Ça, c'est intéressant. Oui, ça va jusqu'à 60, 70 même, j'ai déjà eu. Toutes sortes de personnalités aussi, donc j'arrive de plus en plus à les cibler rapidement, à savoir comment adapter mon approche pour qu'ils apprennent le plus vite possible. Des gens qui sont passés par ton école qui ont fini par percer, est-ce que c'est arrivé ça? En fait, j'en ai qui ont été étudiés en musique. Ça, pour moi, c'est une belle victoire. Mettons que je les ai à 12 ans, puis tout à coup, ils se dirigent pour aller au cégep à Lionel Groulx ou à d'autres cégeps en chant. Donc ça, c'est une belle victoire. Puis ils continuent, ils poursuivent leur carrière après. Et toi, tu enseignes, je crois, depuis 1999? Oui. Donc presque un quart de siècle. Est-ce que tu aurais pensé, disons, il y a 25 ans, quelqu'un t'aurait dit tu vas être ici avec Stevie Ray à parler de ta carrière, aurais-tu cru ça? Est-ce que tu y allais, disons, avec un objectif précis ou c'était go with the flow? En fait, ça a changé beaucoup en chemin. Ouais. Au début, j'étais, mettons, si je me ramène au cégep, je voulais être en avant, je voulais faire des albums, être la chanteuse principale, je voulais vraiment faire carrière de cette façon-là, oui. Puis à un moment donné, j'ai fait une émission de télé, puis j'étais choriste pour un autre artiste, et mon prof de chant m'a dit « Hey, j'ai trouvé que ça t'allait bien, ce rôle-là. » Ça a comme fait un petit déclic, mais je ne l'acceptais pas encore. Je voulais vraiment... mon objectif avait toujours été d'être en avant. Puis après ça, je me suis mis à enseigner. Puis en enseignant, tu donnes, tu es derrière, tu accompagnes. Et ce rôle-là a pris de plus en plus de place. Puis j'étais choriste pour mes élèves, disons. Donc ça a apporté ce côté partage qui m'a rempli plus que de faire carrière en premier avec toute la pression que ça représente. Ça fonctionne comment? Je veux dire, quelqu'un t'approche, toi tu vois le niveau et tu adaptes les cours. Je veux dire, c'est une session, il y a combien de cours? Ça fonctionne comment? En fait, ça commence en septembre. On se rend jusqu'à Noël avec un spectacle de Noël. C'est pas tout le monde qui participe. 2 sessions par année? Oui, c'est ça. Et on commence déjà les projets de fin d'année. Dès le début de l'année, on a un projet studio à la fin et on a un album, c'est-à-dire un concert de fin d'année. Ça va être le 22 mai cette année. Donc, ça permet de voir à long terme. Fait que des fois, il y en a qui me disent, est-ce qu'on peut prendre des 10 cours? Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'aime les projets, j'aime développer sur plusieurs mois. Donc, des fois, j'en ai qui viennent et qui repartent. C'est normal, là. C'est pas toute la même formule tout le temps. C'est ça. Est-ce qu'on apprend encore, après autant d'années, comme enseignante de chant et chanteuse professionnelle? Oui, vraiment. Oui. À chaque décennie, je trouve que j'ai acquis
des aspects différents, on se connaît mieux, on connaît mieux notre style comme artiste aussi, ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Oui, la voix se développe tout le temps. On dit que c'est le seul organe. C'est la première chose qu'on enseigne dans une école de radio, c'est que le seul organe qui ne va pas se détériorer, évidemment, si tu l'entretiens, c'est la voix. On va en parler un petit peu plus loin. Je vais te demander des conseils, justement, pour garder de bonnes cordes vocales. Quelle différence dans l'enseignement et dans l'approche avec tes débuts? Y en a-t-il une différence, un peu comme on voit dans d'autres sphères d'activité? C'est une bonne question. En premier, je dirais que j'ai moins à me préparer à l'avance. Je me rappelle qu'au début, là, j'écrivais... c'est comme si je me faisais un plan alors que la personne arrivait devant moi. Plus spontané? Ben oui, maintenant, je suis beaucoup plus spontanée. Je vais Peut-être avoir que ça a rapport à la confiance en soi aussi. Aussi, mais c'est l'accumulation d'outils que j'ai développés font en sorte que j'ai toujours un exercice pour régler tel problème. Donc, avec le temps, j'ai développé mes propres vocalises aussi. Et ça a fait que j'ai toujours une solution pour tous les petits bugs, qu'on pourrait dire. Ouais. Donc, ton école s'appelle Trouve ta voix. Oui. C'est vraiment cute, c'est bien pensé. Est-ce que l'enseignement, pour toi, c'est venu par hasard? Parce que, comme tu le disais tantôt, tu avais un désir de devenir chanteuse, peut-être à grande échelle. Mais est-ce que c'était un plan établi ou c'est comme tu le disais tantôt, c'est plus un peu arrivé avec le temps? Ben, en fait, je me remets à l'époque de l'université. J'étais en pleine formation. Oui. Puis, je pensais pas enseigner. Puis, c'est un de mes amis qui a dit « Hey, on a besoin de quelqu'un, justement, à Terrebonne. » Il dit « On a besoin de quelqu'un à notre école. Tu serais bonne pour faire ça. » J'ai dit oui, t'es sûr. Puis j'ai pensé à ça. Puis bien évidemment, quand tu es aux études, tu cherches un métier qui va. Tu vas pouvoir mieux payer tes études et tout ça. Fait que c'était plus payant que d'être au salaire minimum. Puis j'ai fait, je vais l'essayer. Puis après ça, j'ai tellement aimé ça que mon centre est devenu l'enseignement, dans le fond, le centre de ma vie, en continuant en bâtissant une famille, en continuant de faire des contrats à l'extérieur et tout ça. Retires-tu autant de plaisir et de satisfaction à enseigner qu'à donner des spectacles en titre de chanteuse professionnelle? C'est sûr que le spectacle... Parce qu'en quelque part, c'est différent, même si on reste dans la musique. Mais je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pas la même pression non plus. Non. Ça me demande plus d'efforts de faire des spectacles parce qu'il faut vraiment être sur la coche, être très bien préparé. Aussi, puis la vie fait des fois, on est un peu essoufflé. Il faut donner quand même le bon rendement. Donc, c'est pas la même énergie, mais la satisfaction va avec aussi. Plus tu donnes de l'énergie. Les applaudissements, oui, puis le fait de partager puis de ressentir le retour. Parce que quand on enseigne, on donne. C'est un peu comme être maman, là. On donne, on donne, on donne, on donne. C'est comme nos enfants, on les amène au spectacle. Mais quand on donne un show, on reçoit tout de suite l'amour du public, puis c'est valorisant et ça fait du bien. Oui, effectivement, c'est très différent. La musique évolue. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour en parler, c'est toi. Est-ce que la musique est aussi bonne au niveau des artistes, au niveau des tubes eux-mêmes, les hits, aussi au niveau du nombre d'artistes? Si tu fais une comparaison avec la musique d'il y a 25 ans, tu dis quoi? En fait, c'est vraiment, vraiment différent maintenant. Est-ce mieux, est-ce moins bien? Il faut se mouiller pratiquement pour donner une réponse. Oui, c'est drôle parce que j'en ai parlé hier avec une élève. Je trouve que le côté rapide, maintenant qu'on peut partir de notre sous-sol avec un équipement et j'allais dire de notre douche. Dans le monde. Oui, quasiment. Ça fait qu'il y a des talents qu'on ne verrait pas. Fait que ça, c'est bon. Mais c'est sûr que peut-être que le processus, des fois, n'est pas toujours rendu, puis on se trouve à mettre ça public. Alors, la qualité, le peaufinage de l'art, peut-être que ça a fait diminuer un peu le niveau, je dirais. Puis, je parle aussi de ma génération par rapport aux années 50-60. C'est différent aussi. Les chanteurs avaient beaucoup plus de formation. Donc, c'est sûr que la formation en tant que telle est peut-être un peu plus escamotée maintenant. Es-tu nostalgique? Je pense que ça va revenir. Moi, j'ai confiance que ça va faire un temps, comme un peu tout. Là, si on parle des vêtements, c'est la même chose. La qualité est vraiment plus bonne. Est-ce qu'on va revenir à une meilleure qualité? Je pense que c'est un petit peu partout c'est un comme cycle. ça. Oui. Donc, professeur depuis 1999, tu as croisé beaucoup de personnes qui ont fait appel à tes services. Tu es chanteuse depuis l'âge de 14 ans.
Tu joues avec un pianiste aussi, tu me disais parce que tu fais partie d'un trio. Et à la blague, avec le nom du trio, si je ne me trompe pas, c'est Barbe et Gloss. Puis je voulais te demander, est-ce que c'est en raison de ZZ Top? As-tu été influencé par ZZ Top? Non. Je crois que vous allez jouer aussi à la Saint-Jean-Baptiste. Oui, on va jouer à Saint-Hippolyte. De quoi il en retourne de ce trio-là? Et ça existe depuis quand que vous donnez des prestations comme ça en trio? En fait, on a commencé en 2015, donc ça va être notre 7e année. On est des amis, deux du trio, on est des amis de longue date, puis un qui s'est ajouté en 2015, que je ne connaissais pas avant. Et puis, on a bâti un style qui nous fait plaisir, qui fait que chacun se retrouve dans son espace musical, qui fait du bien. Donc ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai traversé toutes sortes de styles. En fait, j'ai étudié en classique. Je viens du folk, du country, je viens de la Beauce. Donc c'est sûr que j'ai travaillé dans toutes sortes de projets différents, comédie musicale. Donc quand je suis arrivée avec ce trio-là, on dirait que c'était comme le retour aux sources. C'était qu'est-ce que j'aime vraiment faire, qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Puis ça fait 7 ans, donc ça veut dire qu'on est en train de développer quelque chose de vraiment le fun. Ça prend plusieurs années, avant que la chimie, là, de tu la ressens, les autres. Oui, exact. Puis de faire de la musique qui nous ressemble, en fait. Quelqu'un veut chanter, se pense bon sous la douche, et il y en a qui sont vraiment bons et ils ne le savent pas. Oui, c'est souvent ça. Comment ça se déroule quand on va te voir? On chante en privé devant toi? Puis là, tu nous donnes, disons, un cours adapté à notre niveau. Ça se passe comment? Oui, c'est pas mal ça. Des fois, il y a des gens qui certains, c'est pas facile d'aller chanter devant un professeur. Oui, le premier cours, ils ont chaud. Oui, c'est ça. La timidité, la gêne, c'est là que tu interviens aussi. Oui. Ouais, moi, j'ai un aspect très... Je pense que ma force, c'est que je suis très accessible. J'ai quelque chose de... Tu sais, je vais dédramatiser, je vais mettre la personne à l'aise. Fait que ça, c'est super important. Mais au niveau des premiers cours, des fois, il y en a qui me demandent, écoute, passes-tu des auditions parce qu'ils viennent voir le spectacle d'élèves, puis ils trouvent que le niveau est haut, tu sais. Mais jamais j'ai refusé des élèves parce que le niveau n'était pas adapté. Moi, j'aime, au contraire, quand quelqu'un arrive et qui part un peu plus loin, ça me donne un bon défi de dire waouh. Puis j'en ai une en particulier à qui je pense, ça fait presque 10 ans que j'enseigne. Puis on est parti de j'ai 50 ans, je veux chanter. Wow. J'ai toujours voulu ça, je sais pas trop quoi chanter. Tu sais, elle avait même pas d'univers musical autour, elle savait pas quoi choisir comme chanson. Le talent était là. Puis elle est encore là, alors elle a découvert cette espèce de passion de la technique vocale et de développer son instrument. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Est-ce qu'il est possible uniquement par le talent naturel, parce qu'il y en a que le talent leur sort par les oreilles, et avoir une certaine oreille de façon naturelle, est-ce qu'il est possible de devenir bon chanteur, chanteuse, sans prendre le cours, sans être conseillé? Est-ce que c'est possible, ça? Bien, maintenant, avec tous les outils aussi qu'on peut aller chercher par nous-mêmes, mais c'est sûr qu'un professeur va bien aligner les choses, va faire un lien entre tout ce qu'on va chercher comme information, mais un prof, ça reste un prof, là, c'est sûr que... Oui, vraiment, surtout au début. Parce que si tu prends un an de cours, puis après ça, tu surfes là-dessus, ça peut être bon, tu sais, tu as enligné au départ, tandis que si tu ancres des choses qui sont pas bonnes, il faut les défaire après, donc c'est ça qui est moins bon. Tes premiers pas, tes premiers contacts avec la musique, est-ce que c'est l'influence de tes parents? Est-ce que tu te rappelles de tes premières chansons que tu as écoutées, ton premier disque, ces choses-là? Ça a débuté où, ton amour pour la musique? Bien, je pourrais dire que ça a commencé dans les fêtes de famille. Moi, j'avais des tantes qui chantaient beaucoup, des oncles aussi. Mon frère a commencé la guitare à 14 ans, il est plus vieux que moi. Donc, ça a intégré vraiment la musique encore plus dans... Mais nous autres, c'est des chansons à répondre aux fêtes. Les harmonies vocales, j'avais 9 ans, je faisais des harmonies vocales parce que pour moi, ça me permettait de participer, puis j'avais déjà ça en moi, Question suivante, une voix à haut niveau professionnel de performance, style Mariah Carey, il y a quelques années, disons que ça a changé. Est-ce que ça peut se développer ou tu l'as pas? Bien, ce que je remarque, c'est qu'il y a un côté physique aussi à ça. Il y a des gens qui naissent avec une prédisposition. C'est comme un athlète, dans le fond. Et c'est sûr que souvent, les grandes voix, ils travaillent tellement. Donc, c'est des élèves que je vais, mettons, qui vont partir avec un bon bagage. C'est qu'ils ont tellement chanté que musculairement aussi, ça paraît. Ils sont comme préparés. Oui. Puis, il y a aussi tout l'aspect physique qui fait qu'une voix va aller... Donc, tu as des gens qui se présentent chez toi, qui chantent de façon amateur chez eux.
il se présente chez toi, puis immédiatement, tu constates qu'il n'y a pas grand-chose à ajuster, ils sont déjà bons. Oui, mais on en trouve. On en trouve toujours. Mais oui, il y a des fois que je me dis, oh mon Dieu, ça c'est fort. Oui, c'est fort. Et surtout dans la façon de donner, hein, parce que dans un cours, des fois, bon, c'est pas là que la personne va se laisser le plus aller. Fait que ça me fascine toujours de voir que quelqu'un va se donner vraiment dans un cours. Si tu me répondais en une phrase ou deux seulement, pourquoi on devient prof de chant? Dans ton cas, tu dis quoi? Bien, c'est sûr que le côté pratique, si on pense à une vie artistique, quand on a un roulement d'artistes qu'on ne sait pas trop combien de contrats on va avoir, tout ça, c'est sûr que l'enseignement amène une stabilité, un noyau dans une vie qui fait que j'ai toujours ce salaire-là et tout ça. Fait qu'il y a la sécurité. Le fait de vouloir une famille aussi, c'est sûr que ça a penché dans la balance plutôt que de partir sur des bateaux en Asie. C'est que ton choix n'est pas qu'une question de passion, c'est un choix logique aussi. Logique, mais je suis très heureuse où je suis, là. Mais oui, c'est sûr que c'est comme ça que ça s'est dessiné. Quand on connaît la discipline du chant, on regarde et on écoute les performances différemment, avec une oreille plus critique. Est-ce que c'est ton cas? Tu regardes une artiste à la télé, disons, je sais pas, un MTV Awards, puis tu regardes ça, toi, tu vois les défauts, les qualités assez rapidement. Je veux dire, ça, c'est pas à point, ça, c'est du lip-sync, du synchro, et tout ça. Tu vois rapidement, toi. Oui, sauf que moi, j'ai l'envers du décor, donc je vais souvent être moins critique? Bien, critique, mais moins méchante dans mes commentaires, parce que je sais d'où ça part, je sais pourquoi. C'est sûr que oui, je vais voir toutes les petites choses, mais je vais comprendre le tout ensemble. Donc, il faut être perfectionniste pour être non seulement enseignante, mais chanteur, chanteuse dans la vie. Si tu n'es pas perfectionniste, c'est un peu comme dans n'importe quoi, que ce soit dans les médias, un athlète professionnel. Si tu ne vas pas dans les détails, tu n'arriveras pas à un haut niveau. C'est sur la discipline. Perfectionniste, ça me fait penser à... Non, sans que ça soit un défaut. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu... Moi, je dis souvent, comme à mes chroniqueurs, vise la perfection, tu n'atteindras pas, mais ça veut dire que tu veux t'améliorer. Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui, certain. Tu n'es pas stineuse? Non. Donc, le chant, c'est une question avant tout de travail que de talent. Et de passion, évidemment. Oui, de passion. Mais le pourcentage est fort au niveau du travail. Vraiment. Oui. J'ai vu la différence aussi. Certains artistes arrivent avec beaucoup de talent, mais ne travaillent pas. Et j'en ai d'autres qui les dépassent parce que là, ils ont mis, en application la formation. Mélissa, on va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. C'est fort intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée. C'est un endroit imbattable quand on parle de bon repas. L'atmosphère est très chaleureuse ici. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge La Chenée. Donc, c'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais, à Terrebonne. On peut dire Terrebonne, même si c'est La Chenée, je veux dire, c'est limitrophe. Je donne le numéro de téléphone immédiatement pour les livraisons et pour les réservations dans le 450, c'est le 581-18-88. Et je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une professeure de chant qui est aussi une très bonne chanteuse, soit Mélissa Demers. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des belles prix, allez voir François, le propriétaire, qui est toujours sur place. Donc, Performance Chasse et Pêche, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny, là où la passion se vit à chaque saison. Mélissa, j'allais dire Mélanie, mais Mélanie, ton amie, une amie de l'émission, qui reviendra sûrement, Mélanie Hachion, on peut la saluer, parce qu'elle va sûrement t'écouter aujourd'hui, ce soir. La question suivante, l'expérience, la voix, la maîtrise de soi, de bonnes chansons, mais qu'est-ce qui fait un bon ou une bonne chanteuse? En fait, je pense que c'est la... C'est pas seulement un élément. Non, c'est beaucoup d'éléments. C'est beaucoup la préparation et se connaître comme artiste. D'aller vraiment développer qui on est vraiment plutôt que de perdre son temps à essayer toutes sortes de choses qui ne nous ressemblent pas. Et ça peut être long, trouver son style. Ça peut être long.
Oui, parce qu'on peut avoir des préjugés aussi qui nous empêchent d'avancer. Oui, ou des fois, c'est la voix qui n'est pas définie. Quand la voix est déjà dans un style particulier, c'est plus facile d'aligner vers ce style-là. Puis il y a des voix très polyvalentes qui peuvent faire toutes sortes de choses, mais ça ne veut pas dire que... Es-tu friande des émissions comme La Voix? Est-ce que tu aimes leur processus de sélection? Es-tu d'accord avec tout ça? Ou tu trouves peut-être à l'inverse, moi c'est un point de vue personnel, que parfois il y a beaucoup de pression mise sur ces jeunes-là? Moi je l'ai vu de l'intérieur parce que j'ai fait Star Academy et La Voix. Je me suis rendue très loin dans le processus. Donc Star Academy en 2004, j'étais dans les 10 finalistes filles. Wow. Donc j'ai vraiment vécu le premier show, le premier gala. Tu ne m'avais pas dit ça. Ah bon, donc premier gala du dimanche et j'ai pas été choisie par le public, donc je me suis pas rendue à l'académie. J'ai tout fait le processus d'audition et tout ça. Puis à La Voix, en 2013, je me suis rendue dans les 100 candidats sur 5000. Donc ceux qui ont fait les éditions à l'aveugle, donc j'ai pas été choisie. Donc tu aimes ce processus? J'aime ça parce que c'est très formateur d'écouter ça, parce qu'on voit le point de vue extérieur. Donc, qu'est-ce que les juges voient? Qu'est-ce que les gens voient? Donc, ça fait, je dis toujours à mes élèves, écoutez ça, c'est une multitude d'informations qu'on peut aller chercher. Très belle formation. Comme on le disait tantôt, le seul organe qui s'améliore en vieillissant, c'est la voix, si elle est travaillée. Dans les produits de consommation les pires que tu dirais aux gens, il faut s'abstenir, c'est sûr, la cigarette, l'alcool. Qu'est-ce qui est à proscrire le plus pour éviter de briser sa voix et de voir sa voix bien vieillir? Qu'est-ce qu'on doit éviter, justement? Mais je pense que l'erreur, c'est souvent de ne pas réagir quand c'est le temps, parce que notre corps nous le dit, en fait. Les signes. Les signes, exemple, une voix fatiguée, puis continuer à ne pas en tenir compte, ça peut être très long à se réadapter après. Donc, je coach des gens par rapport à ça, des fois des professeurs, des conférenciers qui ont perdu la voix, qui veulent... Donc, c'est très... Il faut en prendre soin, c'est très résistant, mais c'est très fragile à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à l'inverse? C'est un tout, hein, c'est une hygiène de vie. Le miel, c'est-tu vrai, ça? Oui, c'est bon, oui, ça enveloppe les cordes vocales. C'est sûr que ça soulage. Moi, c'est miel, citron, eau chaude, ça m'a toujours sauvé de certains... Avant ou après? Pendant, je dirais, là, au lieu de boire de l'eau froide ou déjà de l'eau chaude, c'est mieux. Quand on est moins en forme vocalement, ça maintient, mettons, une session de studio, puis on veut garder la voix bien souple. Sinon, le tout, le sommeil, évidemment, c'est la base. L'hygiène de vie, c'est le secret d'à peu près tout. C'est ça. Ma question suivante, on va parler du passé ou du présent. C'est toi qui vas décider. On va aller un petit peu dans tes goûts personnels. Quelles sont les voix d'artistes les meilleures, mais surtout les plus marquantes de l'histoire, selon toi? Parce que ce qu'on remarque, quand c'est difficile à reproduire, le meilleur exemple, je pense, c'est Led Zeppelin. Il y a une raison pourquoi il y a peu de hits de Led Zeppelin qui ont été repris, c'est que c'est très difficile d'imiter la voix de Robert Plant. Ouais. Du moins quand il avait 30 ans, peut-être plus aujourd'hui. Mais toi, les voix qui t'ont marqué par leur distinction, tu dis quoi? Mettons, si on parle au Québec, c'est sûr que la première fois que j'ai vu Ginette Renault en action live... Ouais, c'est quelque chose. J'en retiens Quelle force! C'est pas comparable, mais c'est la générosité. C'est pas juste la voix, c'est comment elle se donne sur scène. Le charisme, tout ça. Le charisme, les émotions qui passent, c'est incroyable. Si on parle à l'international... ça, c'est une question. Je ne sais jamais quoi répondre, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui viennent non, qui te passent par la tête. C'est sûr que, mon Dieu, Lara Fabian, on la voit beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup d'admiration pour... Elle vieillit bien aussi, sa voix mûrit bien, puis tout ça. Mariah Carey, est-ce que c'était une artiste que tu aimais à l'époque? Oui. Parce qu'en plus, elle composait ses chansons. Oui. Je crois qu'elle a 10 numéro 1 en carrière à part de ça. Je me suis toujours demandé ce qu'elle était devenue, mais oui, c'est exceptionnel. C'est une des artistes qui, à un moment donné, pour différentes raisons, moi je ne veux pas avancer de bilan, mais je veux dire, des fois, ils dérapent. Est-ce qu'ils ont trop d'argent? Est-ce que c'est la vie personnelle des fois, l'entourage, la production, tout ça, on n'a pas Whitney Houston en est décédée. Ah, vraiment? Je veux dire, c'est d'une tristesse. Whitney Houston, ça aurait dû être le premier nom qui me vient en tête. Mais ses dernières prestations, tu peux voir sur YouTube, alors qu'elle n'avait plus de voix et les gens quittaient en huant. Elle se présentait, mais elle était intoxiquée. Qu'est-ce que tu veux? Dieu et son âme, comme on dit. Tu définis ton approche de l'enseignement comment? Parce que c'est sûr qu'il y a une dose de discipline, non seulement de la part de l'enseignant et de l'élève, mais rechercher le plaisir aussi dans ton approche. Mais toi, tu te définis comment dans ton approche à titre d'enseignante du chant? Mais en fait, je trouve qu'avec les années, il y a de nouveaux défis qui arrivent. Premièrement, les gens sont investis dans plein de projets à la fois, alors qu'avant, c'était beaucoup plus un loisir.
faut garder l'espèce de discipline d'essayer de trouver des façons que ça rentre dans leur vie et que ça devienne régulier. Donc, c'est ça qui est le défi le plus grand, c'est de faire pratiquer les élèves. Et l'engagement. L'engagement de dire, je m'engage dans ce spectacle-là, je me rends jusque-là. Ça aussi, ça a changé avec les années. Très demandant et il faut être... Il faut être dedans, comme on dit. User de stratégies pour les embarquer et qui se sentent dans une famille aussi. Ça aussi, je mise beaucoup là-dessus. Moi, c'est pas... moi, je présente, les élèves se croisent à mon entrée. Toi, tu veux une équipe unie? Oui. C'est une des clés. C'est ce que j'ai hâte, là, ça s'en vient avec les pratiques de musiciens. On va bientôt mettre tout ça ensemble. Je pense que c'est assez clair que tu aimes ce que tu fais. Ça se ressent. Maintenant, la gêne, la timidité, est-ce que c'est l'obstacle numéro 1 pour le débutant, là où tu dois peut-être intervenir et user un petit peu de psychologie? Parce que c'est sûr que des gens qui sont timides et qui doivent chanter devant d'autres, c'est pas toujours facile. Oui, et j'ajouterais l'anxiété, qui est une... un volet qui est très, très présent maintenant, encore plus, je dirais, et d'être capable de décoincer un corps qui n'est pas capable de respirer parce qu'il est trop anxieux, qui est trop stressé. La vie aussi est stressante, fait que souvent les gens arrivent à mon cours puis ça leur prend 10 minutes, puis là, à un moment donné, ils se mettent à bailler puis je fais « Ouais! » Ça veut dire qu'ils se non-verbal, c'est bien ça. Ouais. Donc, c'est le défi de notre... Donc, la réalité du chanteur, de la chanteuse, c'est une question de charisme et de drive avant la voix, quand on parle d'une bonne livraison. Si tu n'as pas de drive, c'est un terme québécois, tu n'arriveras pas à un résultat optimum. Non, c'est sûr. Donc, ça, est-ce que ça s'enseigne? Oui. Parce que c'est là que l'aspect psychologique de l'enseignant entre en ligne de compte. Oui, bien, on travaille aussi l'aspect interprétation. Donc, l'interprétation, c'est se grounder dans une chanson, c'est comprendre le texte, c'est le livrer, c'est le passer par ses émotions. Donc, c'est sûr que cet aspect-là, on le travaille aussi. Puis, je dis toujours, ça, c'est le fun, là. C'est pas place ta langue comme ça. Non, et ça, c'est vraiment, mets tes tripes, là, va trouver qu'est-ce que ça représente. Et tu donnes des conseils aussi au niveau de l'image? Comment se positionner avec le micro. La posture. C'est sûr qu'on a beau dire que l'habit ne fait pas le moine. Je veux dire, tu t'en vas chanter sur scène. Oui, je dis toujours, mettez quelque chose que tu vas te sentir dans cette chanson-là, va te faire sentir bien. T'sais. Encore quelques questions dans la section, justement, comme je le disais tantôt, goût personnel. Ta voix féminine préférée de tous les temps, qui a eu peut-être de l'influence sur toi? Tu dirais qui, que ce soit au niveau du Québec ou à l'international? Ah ben, c'est sûr que parce que souvent, j'entends Barbara Streisand. Whitney Houston, c'était pour moi... moi, j'ai chanté à Will Always Love You des années dans les mariages. C'est sûr que ça a été un premier défi à relever qui demandait d'avoir une voix souple et tout ça. Avec cette souplesse-là, ça part de Whitney Houston. J'aurais aimé que tu me dises Donna Summer. On peut pas chicaner sur c'est ça, il y en a trop. La plus belle voix masculine, et tu n'as pas le droit de répondre Elvis. Oui. Ça dépend dans quel style, mettons. J'aime pas ça, ces questions-là, parce que ça pop tout dans ma tête. Là, c'est pas gentil pour l'animateur. Non, mais il faut que j'y pense d'avance. Voix masculine. Ben, regarde, si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, moi, je vais te poser une question. Vraiment, tu es enseignante de chant, donc moi, ça m'intrigue de savoir ton point de vue sur la voix de Elvis Presley. C'est pas un de mes préférés, mais tu ferais un sondage là, de gens qui connaissent la chanson, qui connaissent la musique. Son nom serait haut sur la liste. Qu'est-ce qu'il y a chez Elvis qui fait que c'était si bon? C'est pas juste parce que le gars, il est beau, là. Non. Mais tu sais, c'est un tout, hein. Quand on chante, c'est la personnalité, c'est le charme, c'est la chanson elle-même le charisme, aussi. La chanson, mais... C'est difficile de répondre à ça. C'est une voix chaude, c'est une voix qui laisse pas indifférente. C'est plein de qualités à la fois. Ma dernière question, c'est vraiment intéressant. Qui a eu le plus d'influence sur toi dans ta vie professionnellement? Ça peut être une artiste, ça peut être de la parenté, ça peut être ton conjoint, je ne sais pas. Bien, si je pars des débuts, c'est sûr que le pianiste avec qui j'ai travaillé au début de carrière, Robbie Talbot, qui a sorti 2 albums dernièrement aussi comme pianiste, lui, il a vraiment fait qu'il a composé des chansons pour moi. Au début, il me voyait... il m'a comme fait croire que je pouvais y arriver aussi. Il m'a donné confiance. Il m'a donné confiance, m'a suivi dans tout le début de ma carrière. Puis après ça, je suis partie. Mais ça a vraiment parti avec lui. Fait que c'est une personne très, très importante.
On pourrait donner le nom de ton école et l'adresse. L'école, c'est Trouve ta voix pour les gens qui ont été interpellés par notre interview. Puis ça leur donne un petit push. Tu pourrais peut-être dire aux gens qui n'osent pas d'oser et de prendre la décision de t'appeler. Quel est le numéro de téléphone? Où est-ce qu'on peut te rejoindre? En fait, j'ai mon site Internet où toutes les informations sont là. écoledechantmelissademers.com, c'est un petit peu long. Et je suis située proche du Faubourg à Boisbriand. Et mon numéro de téléphone 514-916-5989. L'école Trouve ta voix. Et il y a Facebook. Facebook aussi, j'ai une page Facebook. Bien, je te remercie au nom des gens sur qui tu as eu beaucoup d'influence. On aime recevoir des gens qui ont une influence positive sur la vie des autres. Et je te remercie aussi de transmettre avec autant d'énergie ton savoir et ta passion. Félicitations pour cette belle longévité. C'est pas tout le monde qui peut se targuer et se vanter d'avoir enseigné dans un domaine qui n'est pas toujours facile, je crois, aussi longtemps, un quart de siècle. Et j'ai ma propre école depuis 2008. Donc, longue vie à ton entreprise, ouais, Mélissa Demers. Merci d'avoir été des nôtres. On va se reprendre. Merci. Bonne journée. Maintenant, je vous parle du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, soit une entreprise responsable et sérieuse spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise, que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui. Donc, pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Donc, le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le centre du bonheur avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, on s'occupe de vous notamment avec ce qu'on appelle les soins information Access Bar, déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le centre du bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le centre du bonheur pour les meilleurs soins énergétiques. Un endroit magique. Dans le 514, c'est les 217-54-75. Maintenant, autour de notre deuxième invité dans le domaine du conditionnement physique, tout le monde le connaît de son nom ou de son entreprise. Il a été lui-même jadis athlète culturiste. On pourrait dire de lui qu'il est une bibliothèque du savoir en ce qui a trait à l'entraînement. C'est également un homme d'affaires accompli, étant propriétaire d'un gym qui représente une véritable institution à Montréal, soit le Pro Gym. Avec nous pour parler d'entraînement, de gym, de sa carrière, Serge Moreau. Bonjour Serge. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Oh, oui. Très heureux de te voir. Bienvenue à l'émission. L'hiver qui se termine, ma première question, le printemps, est-ce que c'est la période, la saison numéro 1 pour l'entraînement où tu vas voir plus d'inscriptions et l'entraînement qui regagne en popularité? Est-ce qu'on peut dire que le printemps, c'est la saison forte des gyms? Ben oui, on peut dire, surtout là, avec ce qui s'est passé avec la pandémie et le retour à la normale, ben ouais. Pas encore, mais ça s'en vient. Presque. Presque. Tu as connu une longue carrière, non seulement tu as été culturiste dans à peu près 35 compétitions, ça fait 40 ans que tu possèdes un gym que tout le monde connaît, tout le monde s'est entraîné moindrement dans la région, connaît le Pro Gym. Est-ce que 1982, toi qui prêches l'entraînement au naturel, ça faut bien le spécifier, on va en parler un peu plus loin, est-ce que 1982, ça te paraît loin? Parce que c'est l'année du début du gym, ça? Oui, bien 81. 81. 40 ans et demi. Est-ce que ça te paraît loin? Ouais, c'est une bonne question. Parce que je veux dire, le temps passe vite, mais là on parle de 44 décennies. Oui, justement. Il y a du monde qui a passé là. Oui. Tu en as rencontré des personnages. Oui. Toi, ce que j'aimais dans ce que tu disais, parce qu'il y a la question des stéroïdes, et ça on va y revenir. Toi, tu vends de la santé. C'est pas du rêve. Tu n'es pas pour les stéroïdes, on va y revenir. Mais après tant d'années, c'est sûr qu'une institution comme le Pro Gym est solide financièrement. Mais après quelques vagues de COVID, y a-t-il eu une période de remise en question où tu t'es dit, soit je vais vendre ou je suis dû pour un autre défi? Qu'est-ce que ça a fait pour toi, tout ce qui s'est passé depuis 2 ans par rapport à ton gym? Oh. C'est des pertes épouvantables, on ne se cache pas ça. Excepté que, justement, la force du Pro Gym,
le monde autour, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de monde que j'ai fait du bien. Ah oui. Puis si j'ai été récompensé, fait que j'ai tenu le coup. Mais il n'y a pas eu un moment où tu as dit, ben, aussi avec l'âge, je ne veux pas dire que tu es vieux, mais il arrive un temps, peut-être l'usure du temps. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, ben là, peut-être temps que je passe à autre chose, ou ça n'a jamais effleuré ton idée? Mais là, dernièrement, je me suis pris un partenaire qui est beaucoup plus jeune pour me relève, mais je veux être actif tout le temps. Je pense tant que je gérer la santé. Ben oui. C'est pas un domaine où tu vas manquer de travail. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir s'entraîner. Les programmes, c'est comme un jeu de cartes, 52 programmes. C'est bon, ça. Ouais, ça finit jamais. Belle comparaison. L'acquisition du Pro Gym à tes débuts, est-ce que ça a été une opportunité subite ou c'était un rêve devenu réalité selon un plan préétabli? Ça s'est passé comment, tout ça? Ah, c'est passé, je travaillais au Canadien Pacifique. Je demandais des congés. C'était difficile quand même, ça a soulevé, tout ça. Moi, j'étais machiniste de métier. Puis, là, c'était rendu dans le concours de Monsieur Univers Canada. Je demandais congé. C'était difficile. Le boss, il dit, ben, pourquoi c'était mieux faire ça que travailler au Canadien Pacifique? Tu fais pas ça. Ah, c'était une bonne idée. Puis, un gars qui s'appelle André Elie. Il y avait des André Elie? Ouais. Oui. Il y avait des poids. Il y avait 4000 livres de poids. Puis il vendait 25 cents la livre. Ah oui, tu m'as dit que tu as commencé avec 1000 d'investissement. Ouais, j'ai acheté ça. J'ai commencé dans un sous-sol d'une salle de billard. Tu rentrais par les toilettes. Tu sais, les toilettes, la porte est là, tu descends dans le sous-sol. Pas de chaussée, rien, des petites lumières vissées. Style Rocky. Wow. Fait que c'est vrai que c'était comme ça, puis là, j'ai entraîné du monde. Par bouche, seulement j'ai commencé mon centre, puis après un an et demi, j'ai été capable de me déménager de place. Et là, vous avez déménagé justement dernièrement en raison de la COVID. Oui, oui. Parce que tu as été longtemps sur Hochelaga. Oui, j'ai été 25 ans. Wow. Question plus qui a rapport à l'entraînement. As-tu des blessures qui t'ont suivi toute ta vie? Ou à ce niveau-là, ça s'est quand même bien passé? Parce qu'on voit nombre de culturistes qui ont poussé la machine. Quand c'est pas un pec qui est déchiré, c'est une articulation qui a cédé. Dans ton cas, as-tu mal à ton corps? Non. Pas vraiment? Usure normale. Parce que tu as de l'air en grande forme? Oui, usure normale. Moins fort. Si je comprends bien, le mot retraite ne fait pas partie de ton vocabulaire. Pas pour l'entraînement. Non? Tu continues à t'entraîner. Peut-être un peu plus du cardio? Non. Non? Non. Est-ce que tu te définis avec tout ce que tu as vécu depuis 40 ans? Parce qu'être propriétaire d'un gym, les gens, peut-être qui ne savent pas c'est quoi ce genre de business, c'est très exigeant. Parce que tu deals avec toutes sortes de personnalités, tu as ton personnel, tu as ton équipement, tu as tout ça. Est-ce qu'on peut dire que tu es un homme de défi qui carbure au dépassement de soi? Parce que tu as été un gars de compétition aussi. C'est-tu quelque chose qui vient te chercher une drive? J'ai tout le temps des projets. Même là, on est un gym qui a 60 000 pieds carrés, puis d'un coup, je regarde à côté, il y a encore 18 000 pieds peut-être qui peut se dégager un jour. Tu vois, je comprends pas pourquoi je pense de même. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout le temps les plus. Ouais. Mais là, je suis moins pressé. Je regarde à un moment donné, ça, c'est des erreurs que je ne ferai plus. Mettons qu'avant, je devais une rivière, puis je saute par-dessus, je suis tombé 2 pieds dedans. À cette heure, je vais en mesurer, je saute à côté, si ça passe, ça passe. Bon, on appelle ça plus de temps. Je pense qu'on appelle ça la sagesse. Ouais. Serge, le monde des gyms, en quoi ça a changé? Est-ce que tu remarques en premier le changement des 30 ou 40 dernières années? Parce qu'il y a plus de compétition vu le nombre de gyms. Les services offerts aussi sont plus variés. La demande est peut-être différente. C'est quoi la majeure différence, justement, entre les gyms d'il y a 30 ou 40 ans et aujourd'hui? Ben moi, je sais que quand j'ai commencé, je parle de 50 ans, faire des poids à terre, c'était un gros bras, pas de tête. Ben c'est ça, je voulais t'en parler. Justement, ce qui se passe là-dessus, c'est que moi, je restais dans ma zone, je parlais pas. Je voulais avoir des muscles. Tu sais, genre, j'étais petit, j'étais maigre. C'est ça. Je voulais ça. Fait que je me suis entraîné fort. À partir de là, je me suis aperçu que la culture physique, le monde pense pourquoi on fait des concours. C'est parce que
faut qu'on ait un but. C'est comme au bowling, s'il n'y a pas de tournoi. C'est ça. C'est côté. Puis là, c'est pas un sport. La culture physique, ah non? C'est la base des sports. Oui, ben ça. Là, on est à une autre place. C'est ce que tu m'as dit. Pour quelque chose. Il faut se mettre entraîné pour rentrer dans une femme, dans sa robe de mariée. Ben oui. Un autre gars, ben lui. Question de fierté. C'est la maladie qui l'a amené là. Mais la plupart c'est la base des sports parce qu'on est bâti de muscles. Si on n'a pas, on tombe en morceaux. Je suis tellement d'accord avec toi parce que quand tu m'as dit ça, quand on s'est parlé en pré-entrevue au téléphone, la base des sports, moi personnellement, je pratique plus tellement de sport, mais j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Quand j'embarque sur un terrain de baseball, je ne suis pas un bon joueur de hockey, mais je pense qu'au baseball, j'ai encore tout ce qu'il faut parce que j'ai gardé ma force. Tu sais, si tu fais du leg press, des répétitions faciles avec 600 livres, tu vas arriver sur le terrain, tu vas être encore capable de courir, mais le gars qui fait plus rien, c'est tellement vrai que c'est la base des sports. Tu as fait nombre de compétitions, environ 35. On peut dire que tu en as gagné 34. Et il y a eu un moment où tu termines 10e à Monsieur Univers et tu te rends compte à ce moment-là, rendu à un certain niveau, que le gars à côté de toi est sur les stéroïdes. Et que si tu n'es pas sur les stéroïdes, ben, tu n'arriveras pas à rien. Et là, toi, ça t'amène à prendre une décision, alors que le gym prend de plus en plus de place aussi dans ta vie, parce qu'un homme d'affaires avec un gym qui prend de l'expansion, ça demande beaucoup. Et c'est là, à ce moment-là, que tu décroches, parce que toi, tu en as soupé de la tricherie. Donc, j'aimerais que tu me parles des stéroïdes en général et comment c'est venu, justement, jouer sur ta carrière de culturiste. Mais je dirais pas que c'est de la tricherie. Okay. Excepté que maintenant, je le vois d'une autre manière, tu sais. Si j'entraînerais quelqu'un, ben j'en entraîne souvent, oui. Surtout, il faudrait pas qu'il prenne des affaires. S'il prend des affaires, pour moi, j'ai pas le juste. Fait que ça, c'est mon point de vue. Si on est suivi par un médecin, parce que c'est souvent l'abus qui n'est pas bon. Je vais te donner un exemple. Les femmes font toutes sortes de traitements. Quand c'est pas le botox, c'est d'autres choses. Et dans notre culture, ben, c'est correct. La femme, elle veut vieillir en beauté. Quand on parle de l'homme, c'est compliqué. Un va se faire coudre des cheveux, l'autre va prendre ci ou ça, puis c'est comme mal vu. C'est pas dans notre culture vraiment. Es-tu d'accord, disons qu'après 40 ans, quelqu'un prendrait de la testostérone? Sans dire qu'il prend des stéroïdes. Serais-tu d'accord avec ça? C'est médical, oui. Oui, OK. Ça, je suis d'accord avec ça. Puis aussi, moi, je sais bien que j'ai fait 10 ans d'entraînement, puis 5 ans de compétition avant de toucher à quelque chose. Je n'aimerais pas le nom. Quelqu'un qui m'a comme influencé, qui voulait faire un Arnold. On ne peut pas faire un Arnold avec un gars de 5 pieds 6. Non, c'est ça. J'ai essayé, puis j'ai eu des boutons. J'ai pas trop aimé ça. Fait que je me suis en allé, c'est là que j'ai parti mon affaire. Puis j'ai fait mes affaires moi-même. Sans parler des autres effets secondaires qui ont un effet parfois sur la vie personnelle, quand c'est pas l'agressivité. Oui, c'est ça. Ça, c'est un gros point. À un moment donné, t'es pas toi-même. Fait que tu peux être plus agressif. La diète, tu contrôles moins la diète, t'as faim. Je vais laisser ça pour les autres. Je pourrais pas parler contre les autres qui parce que doivent l'essayer, tu sais, c'est correct de dire, mais l'abus, c'est ça. C'est pas moi qui vais le conseiller. C'est un peu dans tout. Et tu as rencontré des gens, parfois 20 ans après, qui avaient abusé. Ouais. Et ça vient te convaincre dans ton choix de vivre au naturel. Parce qu'il y a des gens, soit qui n'ont plus de foi, ou quand je dis la foi, je parle pas du bon Dieu, mais que la santé est chancelante après 10 ou 20 ans d'abus. On pourrait peut-être parler de quelqu'un qui prend un verre de vin et en boit 3 bouteilles. Exactement. Et ça coûte beaucoup aussi. Ça demande beaucoup. Une notion, moi, traditionnelle, je veux te poser cette question-là, je la pose à peu près à tous les gens qui sont dans l'entraînement. Es-tu d'accord pour les sportifs, spécialement ceux qui s'entraînent avec poids et haltères ou machines, 1 gramme de protéines par jour, par livre que tu pèses? Exemple, la personne... Par livre ou par livre, kilo, par jour. Chose? Disons, la personne pèse 200 livres, ouais. Ça prend 200 grammes de protéines par jour pour fonctionner et maintenir sa musculature. Est-ce que c'est vrai, ça? Plus ou moins d'accord? Pas trop. Ben moi je... Pas trop de shake. Tu sais, moi, qu'est-ce que je suis pas d'accord, c'est 6 repas par jour, ces affaires-là. À un moment donné, tu fais juste digérer.
Fait que moi, c'était un petit peu trop, là. Moi, je pense que, moi, je verrais, quand on s'entraîne fort, ça peut aller jusqu'à 4. Là, quand je dis 4, c'est 3 repas normal. Moi, je mange normal. Chaque repas composé de protéines, absolument. Ça, c'est la base. Ça, c'est absolument. Fait que le nombre total sinon, de protéines, est-ce que c'est où? Hein? Si tu veux aller monter à 200, il faut que tu manges combien? Combien? Fait que c'est combien? Moi, je peux dire, je mange peut-être mon pot. Je paye 160, je paye peut-être 120 grammes de protéines, 140. Ça dépend, c'est parce que si tu commences à manger des pâtes alimentaires, tu as 3 poids de pâtes, tu as mangé 20 grammes de protéines, en fait. Mais l'entraînement, c'est 80% alimentation. Ça, c'est sûr. C'était une de mes questions. C'est un petit peu aussi le métabolisme de la personne. Parce qu'il y a du monde qui vont manger juste des carbs et ils vont rester maigres. C'est ça. Parce que d'autres, là... C'est tellement vrai. Serge, plus de femmes qui s'entraînent qu'il y a 20 ou 25 ans? Oui. Quel sera de quoi aura l'air l'entraînement et le gym du futur dans les tendances? Parce que en bon québécois, les grosses shapes, c'est plus tellement à la mode. Il faut dire aussi que tout ce qui est masculin semble réprouvé dans notre société par les temps qui courent. À part la barbe de 2 jours, tu n'as pas le droit d'être masculin. On dirait que les grosses épaules, c'est plus à la mode, ce sont les abdos. De quoi aura l'air l'entraînement et les gyms, disons, dans 10 ou 20 ans, selon ce que tu observes? Moi, qu'est-ce que je pense d'un gym, là? Je vais parler pour ma paroisse. Musculation, cardio, les appareils cardio, l'aérobie, plus ou moins, à tous les jours, tout à côté. Je suis moins d'accord avec ça. Ben, tu te fais du tort. C'est parce que justement... Il y a des gens qui meurent sur le bicycle d'entraînement, ça veut dire quelque chose, là. Tu sais, parce que dans l'entraînement de musculation, là, on travaille, mettons, une partie fort, on attend presque 3 jours. Hein. Du cardio, c'est correct, le muscle, le cœur est capable de le prendre tout le temps, mais les muscles qui travaillent, si tu travailles, je sais pas moi, des sauts en aérobie pendant des steps à tous les jours, ça va finir au mal aux gens. Tu arrives après 10, 20, 30 ans. Parce que si tu fais des steps aux 3 jours, si tu le fais aux 3 jours, ça veut dire pas la même chose. Donc, je dirais que ça dépend parce qu'il y a beaucoup de monde qui gagne leur vie avec des salles de... On parle d'âge et d'usure par le temps. Est-ce que l'âge, justement, ça va selon... c'est sûr que ta condition physique va aider. Mais est-ce que c'est un facteur qui est surévalué? C'est plus dans la tête, disons pour les 40 ans et plus. Parce qu'on perd en vieillissant, c'est sûr, mais est-ce que c'est plus un phénomène qui est dans la tête ou il faut s'attarder à ce mot-là, l'âge, et faire attention? Mais ça va être sur le terrain, tu vas le savoir. Là. Si au bench, tu levais 225, puis tu prends pas rien. Tu prends pas rien, tu manges ordinaire. Puis ça va décliner. 20 ans après, c'est à 145, ben il faut que tu acceptes ça. Faut pas te dire je vais faire 225 puis tu vas prendre quelque chose qui te rend là. Mais j'ai connu des hommes, j'ai croisé des hommes, et ça avait beaucoup d'influence sur moi, des hommes de 80 ans, qui étaient encore bons sur le bench press à 200, 250 livres. Et quand on parle de perdre en vieillissant, moi, je faisais mon jogging la semaine dernière, puis j'étais dedans, tu sais, j'étais comme à mon sommet, je me disais, hey, ça va bien. Et là, c'est là que tu vois que tu vieillis quand tu croises ton petit voisin, puis qui te demande, excusez monsieur, est-ce que je peux marcher avec vous? Fait que, ça veut dire que ça va pas tellement bien. Est-ce que ta plus grande fierté professionnelle, c'est ta longévité? Est-ce que c'est ça ta plus grande fierté professionnelle depuis 40 ans? Moi, j'étais en bonne condition, j'aimerais ça être capable de faire ça longtemps. C'est sûr que dans ma tête, j'aimerais lever aussi pesant parce que ça marche avec le muscle, ça me garderait plus de volume. Mais je suis obligé d'accepter ma situation. Mais je vais accepter la santé avant la shape. Ça, j'aime ce que tu dis. On va poursuivre dans la même veine. Pour les plus vieux qui sont à l'écoute et ceux qu'on observe, comme toi et moi, qui s'entraînent encore depuis un certain temps, ce qui saute aux yeux dans la ligne de pensée de ces gens-là, c'est l'optimisme. C'est sûr qu'on a une meilleure digestion, on a une meilleure vie en général en s'entraînant. Mais quelles sont les lignes directrices de la ligne de pensée de Serge Moreau?
Disons, moi, une de mes lignes directrices, c'est que je me dis toujours, ça ne te tente pas, rends-toi au gym, puis tu as déjà un gros 50% de fait, mange pas trop tard, prends tes protéines. Mais dans ton cas, ta philosophie de vie par rapport à l'entraînement, c'est quoi? Un gars qui s'entraîne depuis 50 ans. Nutrition, commencer le matin, moi je mange saumon, blanc d'œuf, des jaunes d'œuf aussi, des bananes, des noix. Ça, c'est mon déjeuner. Après ça, je m'en vais au gym. Je fais mon possible. Ça me tente pas tout le temps. Tu es encore à 4-5 fois par semaine? Oui. Oui. Ça me tente pas tout le temps. J'aime bien avoir un partenaire. Oui. Ça, j'aime ça. Ben, c'est sûr que l'effet de groupe, ça fonctionne aussi. Oui, ça marche. L'orgueil, ça fonctionne dans toutes sortes de choses. Je fais un entraînement moins intense. Puis je dirais que, je vais dire en vieillissant, plus tard, mais je suis capable de prendre ma retraite. Je m'entraînerais peut-être un peu plus tard. OK. Moins t'es posé une discipline du matin. Oui, parce que le matin, c'est comme si tu partirais ton auto, puis l'huile est froide. Ça prend un petit peu de temps. Ah, j'aime ta comparaison. Tu es plus fort un peu en étant plus réveillé. Fait que ça serait mieux. Une vraie comparaison d'hommes. On se compare au char. Mais ça marche comme ça, tu sais. C'est comme d'autres choses, on va dire, en vieillissant. En vieillissant, je conseillerais le monde de s'entraîner le matin. Parce que supposons que tu serais une batterie, là, oui. Il y a une batterie dans un char. Oui, c'est ça. Tu serais une batterie. Puis en premier, là, tu as une batterie neuve, tu as une drill, là, en marche pendant tant de temps. Mais quand elle a 50 ans, là, rendu à 4 heures, là, fait que c'est pas aussi bon s'entraîner le soir. C'est mieux le matin pour personne plus âgée. On va parler maintenant des compétitions de culturisme, parce que tu sais de quoi il en retourne. Tu en as fait, tu connais le milieu, tu as connu beaucoup de culturistes, des gens qui ont eu du succès. C'est pas toujours une question de muscles et de masse musculaire, justement. Quand tu arrives au niveau très élevé, disons comme Arnold Schwarzenegger, dans son bon temps, la différence entre le premier et le deuxième, c'est souvent une question psychologique. Et ça se passe aussi sur la scène lors des dernières pauses. Et là, on va faire vraiment une différence entre celui qui va gagner et celui qui finit toujours deuxième. Exemple, Lou Ferrigno, son pire ennemi, c'était Arnold. Et Arnold pouvait dire à Lou Ferrigno des choses dans le vestiaire pour pratiquement l'intimider. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui gagne souvent, comme Arnold, et on pourrait nommer d'autres athlètes culturistes qui ont eu beaucoup de succès, et l'autre qui finit toujours deuxième et troisième? Il y a une question psychologique? Non. C'est quoi? Non? Mais non. C'est les proportions. La symétrie. Schwarzenegger, il y avait des... L'avantage, c'est l'ossature. Ceux qui ont des petits os, c'est plus avantageux parce que, tu vois, c'est comme une illusion, tu sais. C'est une petite taille, mais tu as des petits os, ça fait plus... C'est une illusion. Donc, une question de symétrie et de masse musculaire avant toute chose. Oui. À quel moment l'entraînement, c'est trop? Y a-t-il des indicatifs? C'est sûr que tu es toujours fatigué, tu vas au gym à reculons, tu dors pas bien, tu es dans ce qu'on appelle overtraining. Mais exemple, est-ce que pour toi, 6 fois par semaine, parce que moi je dis toujours, tu es mieux aux jeunes, tu es mieux de viser la régularité, puis toujours y aller 4 fois, ça donne rien d'y aller 6 fois, la semaine prochaine, tu seras peut-être pas capable d'y aller. Tu me dis quoi là-dessus sur le nombre de fois par semaine qui devient trop? Moi, j'ai vu du monde s'entraîner 4 fois pour un meilleur résultat que n'importe qui. Des fois, de trop vouloir, tu vas te brûler. Ça m'est déjà arrivé souvent. Fait que c'est pas bon. Du mind over body, la file ta hache. Ça veut dire ça, c'est prendre le temps, c'est un bon repos, puis quand tu lèves la charge. Donc, miser sur l'intensité, peut-être pas pour quelqu'un qui a 60 ans, mais c'est mieux un 25 minutes intense, moi c'est ce que je prône, que d'aller jaser 45 minutes. C'est sûr. Parce que tu parles avec des gens, j'arrive du gym, je me suis entraîné 2 heures, mais c'est parce que même des professionnels ne font pas ça. C'est de la pompe. La pompe en France, je parle de ça en 85. La gonflite. Dans le fond, c'est le sang. C'est le sang qui amène la pompe, le sang, qui brise les fibres. Il faut que tu aies une certaine charge parce que
pas assez pesant, mais ça ne marchera pas. Un gros muscle, combien de séries? Un petit muscle, combien de séries? Je te suggère une réponse. Un gros muscle entre 12 et 16 séries, 2 fois par semaine. Puis un petit muscle comme le bicep, entre 9 et 12 séries. Est-ce que ça tient la route? Oui, mais les jambes un peu plus. Tu peux monter jusqu'à 15-20. Oui. Il n'y a pas de danger d'y brûler? Non. Tu me dis 2 fois par semaine. Oui, c'est ça. Non, 2 fois chaque muscle par semaine. OK. Une fois et demie. Tu sais, un gros training puis un petit training par semaine. Mais 2 fois gros training, ses jambes, il n'y a pas de problème. Si tu veux avoir du volume, oui. Avant la pause, dernière question. Le personnage rencontré le plus impressionnant physiquement, en personne, que tu as dit, ouais, là, c'est presque surréel. Là, j'ai vu les meilleurs au monde. Là, Parce qu'on parlait d'un type qu'on connaissait Ronnie tantôt. Coleman. Oui, tu l'as rencontré? Oui. C'est fou, hein? Le leg press avec 1600 livres. Moi, je me souviens de ça, il était pas... il était deuxième à... Je sais pas c'était quelle compétition, j'avais jugé. Puis, j'avais dit, toi, tu vas être le futur monsieur Olympia, puis il a gagné 7 fois. Oui, c'est ça. On va prendre une petite pause, mon cher Serge. C'est vraiment une entrevue que j'attendais. C'est bien intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live. Nous sommes en direct du fameux restaurant de la Chenay, situé au 1400 rue Yves-Blais. Nous sommes en compagnie d'un maître du conditionnement physique, propriétaire du Pro Gym de Montréal, Serge Moreau. Je vous parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, soit sa moto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier, ça c'est très important, et de longues années d'expérience et de longues explications vous attendent sur place. Et comme je vous le dis, beaucoup de confiance sur place, on ne va pas vous changer des pièces pour rien. Ce sont les tops de la mécanique et du débosselage, donc sa moto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. On va parler de préjugés, mon cher Serge. L'athlète culturiste se regarde dans le miroir. Son entraînement, sa détermination le tient focalisé sur lui-même. Et des gens disent il s'aime lui-même. Tu sais. Mais faut-il être égocentrique pour pratiquer le culturisme? Moi, je le vois d'une autre manière. La question se pose. Je ne me cache pas de me regarder. Je m'en vais, puis la culture physique, c'est de l'art. Ça avait drôle, là, mais aller chercher sa symétrie. Je pratique mes poses. J'ai le contrôle de mon corps. Moi, je le vois d'une manière, c'est pas pire que la femme, qu'est-ce qu'elle veut, elle s'en va, elle s'installe devant le miroir, puis elle se maquille, puis elle se met belle. Tu veux paraître bien, mais moi, je le fais pour moi-même aussi. Je me regarde là, je suis pas gêné, je m'en vais d'un coup, je pratique mes poses, je suis content. Ça, c'est moi. Tu sais, ben là, tu sais, jusqu'où? Ouais. Tu sais, jusqu'où aller? Là, à un moment donné, on se calme en vie, t'es jeune, mais j'ai quand même mon orgueil. Ben oui, on appelle ça la fierté. Serge, quand tu étais plus jeune, ton modèle, c'était qui? Un modèle culturiste, Frank Zane? Ouais, j'ai bien deviné, hein? Parce qu'il n'était pas tellement grand et gros, mais était renommé pour sa symétrie et sa façon de poser exceptionnelle. Hein? Moi, j'ai des nouvelles pour les gens qui sont à l'écoute, qui ont un préjugé contre les culturistes, qui vont dire ce sont des gros bras, comme on disait tantôt, pas de tête. On dirait que c'est un préjugé qui revient parce que les grosses shapes, en bon québécois, ne sont plus à la mode. Ou celui qui est gros, ben, il est sur le jus, il est sur les stéroïdes, et c'est pas toujours le cas. Mais c'est tout l'inverse. Et je veux ton commentaire là-dessus parce que tu l'as vécu de l'intérieur. Ça prend beaucoup de discipline, beaucoup de force de caractère et de régularité. Parce qu'aller au gym au mois de février, au mois de mars, à -20, parfois dans la tempête, c'est beaucoup exigeant, très exigeant. Manger des cannes de thon et des blancs d'œufs aussi, ça peut être très difficile. C'est pas comme faire du patin. Moi, je fais toujours cette comparaison-là. Le gars est bon patineur, n'a pas patiné depuis 6 mois. Il embarque sur la glace. Les gens vont dire, mon Dieu, il volait sur la glace. 6 mois sans aller au gym, un athlète culturiste perd sa masse musculaire. C'est un sport qui ne pardonne pas l'inactivité. Ton point de vue sur ce préjugé-là qui dit que tout ça qu'on on a entendu pendant des années, le gros bras pas de tête, quand c'est tout l'inverse, ça prend beaucoup de tête justement pour être un culturiste. Ça, moi, je sais pas aussi ce que le monde pense de ça, parce que déjà, tant que ça va rester naturel, là, ça va être beau. Autant pour une femme. Une femme, là, il y avait des femmes qui ont voulu faire des compétitions, puis ont pris des choses.
Ah, le résultat, ils m'ont parfois... posé des questions, puis ils m'ont dit, ouais, je me laissais faire des problèmes. Ça ne me dérange pas de t'entraîner, mais les affaires-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu veux voir ça, comment, jette-toi un rasoir en même temps. Là, tu veux te faire la barbe, c'est des hormones. Fait que, moi, je ne suis pas pour ça, mais de savoir que le monde, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je suis un peu mêlé dans mes réponses. Là. Mais je comprends ce que tu as dit tantôt. Je veux dire, c'est un préjugé qui n'est pas collé à la réalité. Et ce que les gens pensent, ben, je veux dire, il y aura des préjugés sur tout. Mais moi, je connais du monde, c'est des profs à l'université qui pour les kinésiologues. Puis, c'est des personnes qui font des concours jusqu'à l'hiver. Ça n'a jamais pris de stéroïdes. Fait qu'ils prouvent par l'alimentation qu'ils peuvent réussir. Mais quand ils arrivent au haut niveau, ils bloquent. Ils finissent quatrième. Mais là, à un moment donné, la question n'est plus la même. C'est plus. Je le trouve plus comme un sport. Je te pose 2 dernières questions en rafale. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. Le meilleur âge pour commencer à s'entraîner? Chez un jeune adolescent? Ben moi, j'ai commencé à 15 ans. Tu trouves que c'est un âge, moi aussi, 15 ans? Il faut justement que la puberté assez grandie, là, parce que sans ça, s'il est trop jeune, il peut se faire mal, les hormones ne sont pas là. Il faut commencer à... Ouais. 15 ans, c'est dans ce point-là. Mais il y a du monde à 14 ans, les femmes, tout de bonheur. Les femmes peuvent être... Quel conseil tu donnes aux gens qui veulent se remettre en forme, qui ont beaucoup perdu au niveau du conditionnement physique durant ces 2 ans de confinement, pas confinement, puis qu'ils tardent à reprendre l'entraînement, le printemps est à nos portes, c'est propice justement pour la remise en forme. Tu dis quoi pour donner un petit push, un petit conseil aux gens? C'est sûr que l'entraînement, 3 jours semaine, c'est en masse, puis une bonne alimentation. Oui. Ça, c'est ce que je vois. Serge, je te remercie. J'ai beaucoup apprécié ta franchise et ton expérience. Je veux dire, ça se traduit dans tes propos. C'était très intéressant. De par ta profession, tu as beaucoup d'influence positive sur l'entourage. Je te souhaite longue vie non seulement à toi, et ça, j'en doute pas. Tu vas faire, comme on dit, un beau petit vieux, parce que tu es, je sais, en très grande forme après 50 ans d'entraînement. On va se reprendre, parce que j'aurais eu beaucoup de questions encore à te poser. Et je souhaite également longue vie à ton entreprise. Tu peux rester avec moi, il ne reste qu'une minute. Okay. C'était bien apprécié, Serge, et je suis bien certain que ça a interpellé beaucoup de gens. Je vous parle en terminant du centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable, et pour cause, quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas tellement dur à trouver. C'est en face de l'ancienne marina de Repentigny. Ça se situe au 351 Notre-Dame à Repentigny, justement. C'est un service varié, très professionnel qui vous attend. Donc, Pixel l'incontournable, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Et merci également au Classic Gym qui est situé aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Sur ce, je remercie mes 2 invités, Mélissa Demers et Serge Moreau. C'était une belle émission. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.